Géraldine ne lance pas l'exposé, je vais le faire. Je vais le faire maintenant. Je vais donc cliquer sur enregistrer et, on va démarrer. Ah, je n'ai pas le droit d'enregistrer moi, donc il faut absolument que... Ah, donc Géraldine nous dit qu'elle a lancé l'enregistrement. Donc voilà, et moi je suis en fait un invité comme les autres, et donc je n'ai pas le droit de cliquer sur enregistrement. Quand je clique sur enregistrer, on me dit que c'est pas moi qui m'occupe de ça. Très bien, alors il est 16h05, on commence. Donc, deuxième séance de ce cycle qui s'appelle l'après-Covid. J'ai expliqué la fois dernière d'emblée qu'au moment où on a décidé qu'on allait faire ça, c'est-à-dire en fait dans le confinement, on s'était dit que c'était une période qui allait s'achever, qui allait arriver à sa fin assez rapidement. Mais la question s'est posée immédiatement, à même cause, mêmes effets. Si le confinement s'arrête, on va voir et apparaître les mêmes effets. Alors, vous le savez, ça fait partie voilà, d'un déni qu'on trouve dans une partie de la population et malheureusement aussi, malheureusement dans la profession médicale, un certain nombre de personnes qui vous disent non, ne croyez pas vos yeux, non, les chiffres ne sont pas ne révèlent pas la réalité que vous dites imaginer derrière, etc. Alors j'en ai parlé la fois dernière, je ne reviens pas là-dessus. Il y a des effets statistiques qui peuvent faire croire que ceci ou cela, alors que ce n'est pas exactement ça qui se passe. Il y a beaucoup de choses, dès qu'on fait des probabilités et des statistiques qui apparaissent un petit peu aller à l'encontre de nos intuitions, donc ça rend les choses plus difficiles. Le fait que nous soyons mieux préparés maintenant à une deuxième vague ou bien une première vague qui continue, mais après un confinement, ce qui se passe maintenant, c'est que nous sommes mieux préparés. Nous sommes mieux préparés. On sait davantage ce qu'on doit faire avec un patient qui se présente. On les teste plus en amont, c'est-à-dire on teste les gens avant qu'ils soient véritablement dans le couloir de l'hôpital et qu'on essaie de déterminer ce qu'ils ont. Et donc, la préparation supplémentaire, le fait que, à la suite de la période de confinement et surtout de la période des vacances, ce sont des populations plus jeunes qui ont été atteintes ou en tout cas détectées qu'au départ. Pourquoi? Parce que bien au tout début, c'est essentiellement des gens dont on dit qu'ils ont des conditions préexistantes, des populations assez vieilles, etc., qui sont apparus sur le radar. On a eu le temps de se préparer maintenant, d'avoir davantage de tests à notre disposition. Et donc, la détection, le dépistage se fait mieux qu'avant. Et donc, comme je l'ai expliqué la fois dernière, il faut plus de cas manifestés, plus de cas apparus pour obtenir un nombre équivalent de personnes dans les hôpitaux et malheureusement un certain nombre de décès qui viennent ensuite. Alors, aujourd'hui, on parle de l'économie. J'ai fait une petite allusion tout au départ quand j'ai parlé de l'approvisionnement en masques, du fait d'avoir des respirateurs dans les hôpitaux, d'avoir tout l'équipement qu'il faut, et où on s'était aperçu très très rapidement que une des conséquences de l'économie qu'on a maintenant, deux conséquences de l'économie qu'on a maintenant, c'est que d'une part, pour ce qui est de l'approvisionnement, on est davantage dans une perspective qu'on appelle de flux tendu, c'est-à-dire qu'on essaie de réduire au maximum les frais de stockage et que comme on sait qu'on a des avions, on a des bateaux qui traversent les océans, mais qu'on peut relativement minuter, je dirais, par rapport à leur déplacement, on s'était habitué au fait de ne stocker qu'au minimum, en sachant qu'on pouvait faire venir à la dernière minute un certain nombre de choses dont on a besoin. C'est ce qu'on appelle aussi le lean, c'est le lean, le mot anglais pour masse, une gestion de la distribution minimale pour essayer de réduire essentiellement les frais de stockage qui peuvent être énormes, bien entendu, si on amasse des quantités extraordinaires de choses en se disant qu'on les vendra un jour. On a changé tout ça, mais la difficulté qu'on a vue, c'est que les premiers pays qui ont été atteints par la pandémie, la Chine et l'Extrême-Orient de manière générale, sont les pays où s'était concentrée justement la production. Et par conséquent, on s'est retrouvé,
je dirais, le bec dans l'eau au départ, à ne pas pouvoir faire venir un certain nombre de choses de manière spectaculaire. On a parlé beaucoup du papier hygiénique, mais surtout des masques. Et donc, les gouvernements ont eu une attitude différente vis-à-vis de cette question d'approvisionnement. Je l'ai mentionné la fois dernière. Au même moment où en France, on nous dit finalement, ce n'est pas tellement intéressant d'avoir des masques parce que ça ne protège pas tellement, c'est surtout rassurant sur un plan psychologique. Au même moment, devant la pénurie des masques, en Allemagne, on lance un message différent. On dit aux populations, mettez un foulard, mettez une écharpe, mettez quoi que ce soit, il faut se protéger le visage, il faut empêcher de contaminer les autres, de se faire contaminer soi-même par les voies respiratoires, faites ce que vous pouvez en attendant. Dans d'autres pays, on a préféré biaiser en disant oui, la politique c'était on va attendre d'avoir les masques avant de dire aux gens de les mettre. Je vais revenir là-dessus parce que la manière d'évaluer, bien entendu, la manière dont les gouvernements ont réagi aux problèmes qui sont les nôtres, on peut les mesurer. On peut les mesurer en nombre de décès. On peut le mesurer aussi du point de vue économique en perte en croissance et en décroissance de fait si la croissance n'a pas lieu par rapport à ce qu'on appelle le PIB. Et là, je reviendrai véritablement sur cette question du PIB parce qu'elle est essentielle. C'est notre instrument de mesure. C'est une chose que nous essentialisons d'une certaine manière. Nous disons notre richesse, c'est le PIB. Et du coup, cette question mérite quand même qu'on s'y attarde un tout petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire que notre richesse, c'est le PIB? Et donc, poser la question du PIB en tant que tel. Alors, cette crise, à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan économique, nous ne savons pas, bien entendu, combien de temps elle va durer. On voit bien qu'il y a une tendance, et j'ai consacré un billet sur mon blog, à essayer de modifier le vocabulaire pour faire semblant que les choses ne sont pas comme avant. Et je l'ai dit, c'était à plusieurs semaines, on ne reparlera plus jamais de confinement, on vous parlera de restrictions, de mesures adaptées, etc. C'est le processus qu'avait déjà décrit bien entendu Orwell dans le roman 1984. La novlangue, on imagine d'une certaine manière qu'en changeant les mots, on va changer les réalités qu'elle décrivent. Avant Orwell, bien sûr, Confucius en parlait en Chine en disant qu'il fallait, en période de difficulté, rectifier les noms. Il fallait que le prince soit à nouveau un prince et que le père de famille soit à nouveau un père de famille. Avec la gestion de la pandémie, il faudra qu'un jour, on recommence à appeler les choses par leur nom et que si nous sommes confinés, qu'on ressuscite le mot confinement pour décrire les choses que nous sommes en train de vivre. Alors, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Le problème des gouvernements, il est bien simple, il est le même depuis le départ. Minimiser les décès dans la population et minimiser les pertes économiques qui sont liées. Alors, il y a un lien évidemment entre les deux. Des gens qui sont malades ou qui sont morts, ils ne vont pas travailler comme avant. En fait, voilà, il y a une difficulté là. Si on essaye d'aller vers une certaine éradication en confinant les gens, ils ne vont pas pouvoir travailler de la même manière. On peut travailler à distance, on le découvre en ce moment, et nous-mêmes, nous sommes en train d'expérimenter cela. D'une certaine manière, notre société est un petit peu en surfusion, comme on dit. Qu'est-ce que c'est la surfusion? C'est quand on atteint le point où les choses pourraient, en fait, on prend de l'eau, on la met dans un petit récipient et on fait baisser la température. Eh bien, on peut descendre bien plus bas que zéro avant que l'eau ne congèle. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une impureté dans l'eau. Pour en fait, il y a un processus de congélation. Et notre société, en fait, est en train de découvrir qu'on pouvait travailler à distance bien davantage qu'on ne le faisait jusqu'ici, puisque, bon, bien entendu, si votre métier c'est de couper du bois ou si c'est de mettre des tuiles sur un toit, bien entendu, il n'y a pas moyen de le faire à distance, mais pour beaucoup d'autres occupations, c'est en fait bien davantage possible et qu'on le disait jusqu'ici. Qu'est-ce qui empêchait de le faire? Appelons les choses par leur nom, une certaine organisation militaire du travail en entreprise, qui fait qu'il est important pour le colonel de voir ses lieutenants, etc., parce que le soupçon existe toujours que celui qui est payé pour travailler va essayer de resquiller d'une certaine manière et ne fera pas le travail qu'on lui demande.
Et très rapidement, nous le voyons, quand on regarde un petit peu ce qui s'écrit justement à propos du travail à distance, il y a des tentatives qui sont faites au niveau des entreprises pour essayer de réintroduire cette logique de type un peu, je dirais, de hiérarchie militaire à l'intérieur du travail, avec des vérifications. Les entreprises utilisent des outils à distance pour voir si les gens sont vraiment là. Comme avec, pour le moment, quand je vois vos noms alignés devant moi, quelques-uns ont allumé leur caméra et je peux voir s'ils sont véritablement là, mais pour d'autres, je ne sais pas s'ils sont véritablement là. Évidemment, dans ce cas-ci, il n'y a aucun bénéfice pour qui que ce soit à prétendre être là sans l'être, puisque je ne mets pas de note à la fin et que quand il s'agira de participer à la discussion, bien entendu, je verrai les gens qui sont là et je ne verrai pas ceux qui ne sont pas là et je les entendrai surtout pas. Alors, oui, petite remarque que j'avais fait la fois dernière. Ces pays où s'est concentrée la production sont des pays, pourquoi est-ce que la production s'est concentrée là? Dans des textes un petit peu polémiques, j'ai appelé ça la bangladeshisation du processus de production. C'est que c'est là où il y a un moins-disant salarial, qui est souvent aussi un moins-disant dans la protection voilà, des travailleurs, une moins de syndicalisation ou bien même une répression des syndicats, que le travail est moins cher et que par conséquent, il est possible pour nous d'obtenir, voilà, d'acheter des t-shirts pour 3 euros, des choses de cet ordre-là qui ne seraient pas possibles si les choses étaient produites chez nous. Alors, ce sont les pays aussi où de manière, je dirais, plus classique, on a vu apparaître des pandémies je dirais, ces 10 années récentes, parce que ce sont des zones de haute densité et aussi peut-être pour des raisons culturelles qui font qu'il y a des marchés d'animaux sauvages qui font que des sauts entre espèces sont plus faciles à réaliser dans des environnements de ce type-là que dans des environnements, je dirais, plus surveillés sur le plan sanitaire comme chez nous. Alors, où en est-on? Où en est-on du point de vue de la production? Eh bien, les chiffres, et ça je reviendrai sur les chiffres à la fin, parce que justement je ferai une sorte d'évaluation de l'ensemble des nations. Les chiffres ne sont pas bons. Les pertes sont conséquentes d'un point de vue économique, comme on peut les mesurer à partir voilà, de baisse du PIB. Il y avait une espérance, un espoir de relance, que le confinement serait une affaire qui aurait lieu une fois et puis qu'on ne devrait pas refaire. Mais par exemple, au Royaume-Uni, ça date d'il y a quelques jours, le plan de relance a été mis au réfrigérateur. On a essayé de faire autre chose parce qu'on considère qu'il est prématuré d'essayer de faire de la relance. D'autres pays essayent de le faire. Et là, nous allons voir qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique le fait que certains pays s'en sortent très 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 bien par rapport à cela, très rapidement, avec peu de dégâts, et que d'autres n'y arrivent pas du tout. Alors, comment épargner à la fois les citoyens et l'économie? Le problème, c'est un problème, comme les mathématiciens appellent un problème d'optimisation. On peut faire un certain nombre d'équations et on dit voilà, la condition à remplir, c'est qu'il y ait le minimum de morts et le minimum de pertes du point de vue économique, donc de baisse du PIB. D'après ce qu'on a pu voir, il y a très très peu de ce que moi j'ai pu déceler en regardant un petit peu les chiffres et ce qui a été écrit, très peu de pays ont abordé la question dans ces termes-là précisément. Alors, il faut se poser la question pourquoi parce que, bon, ça ne paraît pas, je dirais, le problème ne paraît pas insoluble en tant que tel. La raison pour laquelle ça n'a pas été fait, c'est essentiellement parce qu'il faut, pour pouvoir le faire, une planification très précise dans le pays. Il faut savoir où on en est du point de vue de la production, il faut savoir où on en est du point de vue de la distribution, savoir exactement où on en est du point de vue de la consommation. Et condition supplémentaire, il faut que ce ne soit pas simplement des diagnostics. Il faut que ça puisse aussi déboucher sur du décisionnel, sur des décisions qui peuvent être prises. Et donc, la condition essentielle, c'est d'avoir une planification du pays et une planification qu'on appelle impérative, c'est-à-dire qu'il puisse déboucher véritablement sur des décisions, qui ne soient pas simplement à titre consultatif. Alors, le fait est
le fait est qu'il ne reste pas beaucoup de pays qui ont une politique de ce type-là. Pourquoi? Parce que ces choses existaient par exemple chez nous, elles existaient en particulier dans la période dite des 30 glorieuses, une planification qui était dans une certaine mesure impérative et, je l'avais mentionné la fois dernière, à d'autres époques, la France par exemple a connu véritablement une planification impérative à l'époque des Richelieu et des Colbert. On se posait la question de ce qu'on voulait faire, on analysait la situation et on se donnait les moyens pour le réaliser. Et ça a disparu essentiellement avec, je dirais, avec la vague néolibérale ou ultralibérale qui s'est fondée sur le principe, voilà, le principe de la main invisible d'Adam Smith, que chacun s'occupe de ses propres affaires et tout ira pour le mieux. Cette idée d'une auto-organisation, dont vous avez dit en passant que voilà, elle nous vient essentiellement de certains penseurs comme von Mises, von Hayek, Milton Friedman, cette idée que si l'État en particulier n'intervient pas, si les individus uniquement prennent des initiatives, il y aura une auto-organisation qui fera que les choses marcheront de la manière qu'il faut. La difficulté, c'est que cette perspective qui peut avoir un sens, je dirais, dans un monde où, illimité en termes de ressources, atteint rapidement ses limites dans un monde dont on aperçoit les limites, dont on aperçoit la limite des ressources, parce qu'il n'est plus, même s'il y a une optimisation, on appelle ça, c'est le paradoxe des communs, que même dans une solution des problèmes, où chacun suit son avantage et où on maximise l'avantage de chacun des individus, ça ne produit plus nécessairement l'avantage de la société dans son ensemble, essentiellement parce qu'il y a des limites à ce que la société peut faire. C'est ce qui apparaissait dans le rapport Meadows, le rapport de Rome, à la fin des années 70, et des choses qui nous apparaissent maintenant tous les jours, quand on dit oui, mais le durable, oui, mais on a épuisé une planète durable, renouvelable aux environs du mois d'août chaque année. Les limites à la main visible d'Adam Smith, elles sont atteintes, et nous le savons. Les désastres environnementaux sont une conséquence de cela. Alors, comment faire pour minimiser les morts et minimiser les dégâts économiques? Il y a deux solutions simples. C'est on se donne l'objectif de minimiser le nombre de morts et on regardera ce qui se passe à l'arrivée en termes de l'économie, ou bien on décide d'essayer de maximiser les retours de l'économie, donc le PIB, de ne pas avoir d'atteinte au PIB, et on regardera à l'arrivée, on fera une analyse pour savoir ce que ça a donné pour la population. Alors, il y a des termes pour ça, les termes sont rapidement apparus. Essayer de résoudre le problème de la maladie dans un premier temps et puis laisser l'économie repartir une fois que le problème de la santé a été résolu. C'est ce qu'on appelle l'éradication du virus, c'est-à-dire empêcher que ce virus ne se propage. Voilà. Alors, le virus, il est là, mais empêcher qu'il passe d'une personne à une autre dans une perspective que le jour où on terminera, on mettra fin aux mesures qui ont été prises, qui sont du confinement, les masques, etc., que l'économie puisse repartir. Ou bien une perspective de laisser faire, je dirais, très dans la logique finalement du néolibéralisme, de laisser faire et de voir ce qui se passe. Alors on sait que la pandémie va se répandre, mais au moins l'avantage de cette perspective, c'est qu'il n'y a pas de risque d'exagération. On va regarder ce qui se passe. On ne va pas être confronté à éventuellement une mauvaise évaluation du problème. La difficulté, c'est que si on a minimisé le problème, à ce moment-là, on va se trouver rapidement dans des difficultés énormes, en particulier l'engorgement des hôpitaux, des choix qui devront être faits entre les différents malades, de les sauver ou non. Et nous l'avons vu dans le cas de nos pays. Le Royaume-Uni a été assez clair de ce point de vue-là. Ils ont envisagé pendant plusieurs semaines une politique donc d'immunité de groupe, c'est-à-dire de laisser l'épidémie se répandre en se disant qu'il viendra bien un jour où les gens qui auront été malades seront soit morts, soit immunisés, et où la contagion va baisser à l'intérieur de la population, si bien que le problème va se résorber petit à petit. Cette approche-là, dont moi personnellement, on nous dit maintenant dans les discussions qui ont lieu d'évaluation des réactions
à la pandémie qui ont lieu au Sénat, où on pose des questions, il nous est dit qu'il n'a jamais été envisagé de la stratégie de l'immunité de groupe en France. J'ai quand même le sentiment que pendant une période au moins d'une semaine, ça a été envisagé comme une option, parce qu'on a vu des retards qui seraient sinon inexplicables et qui sont difficiles à expliquer par, je dirais vraiment, des dysfonctionnements majeurs à l'intérieur du mécanisme. Mais quel est l'obstacle à ça? Bien, très rapidement, bien entendu, l'engorgement des hôpitaux et voilà, et ce qu'on appelle l'effet Bergame ou l'effet Lombardie, c'est-à-dire des gens qui meurent dans les couloirs des hôpitaux sur des pancartes sans même qu'on ait pu les traiter d'une manière ou d'une autre. Donc le problème est facile à énoncer. La solution, je dirais, idéale aurait impliqué un type de planification qu'on ne fait plus dans la plupart des pays. Et du coup, les gouvernements ont été obligés de traiter les deux problèmes séparément. Au lieu de traiter un problème d'optimisation, minimiser les décès, minimiser les pertes pour l'économie, de traiter de manière, je dirais, relativement indépendante les deux, avec ce que nous voyons dans nos pays, c'est-à-dire des hésitations, des 3 pas en avant, 2 pas en arrière, des ministres qui disent des choses contradictoires, des ministres qu'on remplace et qui disent le contraire de ce que le prédécesseur avait dit, des choses de cet ordre-là. Il est quand même, je dirais, étonnant qu'au XXIe siècle, qu'il y ait une telle désorganisation dans la réponse à une pandémie de ce type-là. Mais la raison, elle est là, je dirais, probablement d'ordre idéologique, une perte de confiance dans l'organisation, une confiance accordée à ce principe de monsieur von Hayek, que tout ce qui est organisé produit plus de conséquences négatives involontaires que d'effets positifs. Nous sommes convaincus de cela. Mais nous voyons maintenant tous les jours, dans les analyses qui sont faites, pourquoi a-t-on détruit 3 millions de masques? Parce qu'ils étaient défectueux. Autre question, pourquoi étaient-ils donc défectueux? Et ainsi de suite. C'est-à-dire, en fait, on nous présente l'économie comme étant la logique, la rationalité économique comme étant précisément tout à fait rationnelle. Le fait est que là, on constate qu'elle n'est pas véritablement. D'où vient cette idée de rationalité économique? Il faut quand même en dire un mot. Jusqu'à la fin du 19e siècle, donc ce n'est pas si vieux, quand on parlait de rationalité, on parlait que d'une seule chose, on parlait de la rationalité comme au sens où Aristote l'avait décrite de manière, je dirais, l'avait mise en théorème, c'est-à-dire la capacité de faire des raisonnements que nous appelons rationnels, où l'on part de prémices vraies et où on arrive à des conclusions qui sont vraies aussi parce qu'on utilise le syllogisme de la manière appropriée. Est apparu à la fin du 19e siècle un autre type de rationalité qui est utiliser les ressources à sa disposition de la manière à maximiser l'avantage de chacun. Donc une perspective qui n'est plus du tout globale, mais qui est très particulière et qui est d'un ordre différent, parce qu'elle met, au lieu de mettre quand on parle de la rationalité, je dirais au sens d'Aristote, ce qu'on met en avant, c'est les finalités. Parce que si on se dit il faudrait obtenir tel objectif, alors on fait des raisonnements et les raisonnements nous permettent de voir comment atteindre cet objectif. Il faut peut-être enchaîner une suite de syllogismes, bien entendu, mais on arrive à l'aboutissement du raisonnement. On définit un objectif, comme par exemple dans l'exemple que j'avais donné donc de Colbert qui veut qu'on puisse produire un certain nombre de navires au XXIe siècle, et donc on plante des troncs d'arbres dans le port de Lorient, entre autres, pour obtenir cela, et on y pense longtemps en avance. Dans la logique néolibérale, dont nous dit qu'elle est une rationalité aussi, c'est une rationalité uniquement des moyens. On nous dit, chaque fois qu'on pose un problème, on nous dit oui, mais la dette, ceci ou cela, oui, mais regardez la dette, regardez combien ça va coûter, etc. C'est-à-dire, au lieu de se poser la question, est-ce qu'il y a un objectif qu'il faudra atteindre, on pose simplement, on fait barrage avec la question des coûts. Et du coup, on est dans une logique véritablement des moyens.
Alors, la conséquence de cela, on la connaît et elle est sans danger d'habitude, c'est-à-dire on nous dit, ben regardez, voilà, l'État va imposer au minimum, va taxer au minimum, et avec l'argent qu'on a, on va regarder ce qu'on peut faire, et puis à l'arrivée, on regardera ce qu'on a obtenu. Et on dira, d'une certaine manière, on redéfinit les finalités comme étant la constatation de ce qu'on a pu faire. Mais c'est bien entendu une logique tout à fait différente. Et dans une situation comme celle-ci, c'est-à-dire en fait d'un effondrement un petit peu du système au niveau de la production, de la distribution, de la consommation, le résultat arrivé, il n'est pas beau parce que la question de finalité n'est plus évoquée à aucun moment. On compte sur la main visible. On compte que chacun fera ce qui est son intérêt. Mais le résultat, on le voit, c'est par exemple, donc, comme on a vu ça, donc des compétitions entre les différentes nations pour les masques qui existent encore. On a même vu des rapts de contingents de caisses sur des aéroports, etc. C'est le chacun pour soi. Chacun pour soi, c'est le retour à ce que Hobbes et Rousseau appelaient l'état de nature, c'est-à-dire avant le contrat social. Et d'une certaine mesure, vous le savez, le néolibéralisme, c'est une remise en question du contrat social. C'est la remise non seulement en question des effets collectifs, mais de l'idée même que les sociétés fonctionneraient sur la solidarité, sur l'entraide entre les individus. Et la difficulté, on le voit, si ça marche bien, je dirais, en absence de crise, on constate que dans le cas de crise, de situation de crise, les résultats ne sont pas là à l'arrivée. Avec ces hésitations qu'on vient de voir, hésitations entre protéger plutôt la population, protéger plutôt l'économie, essayer que la chèvre et le chou soient contentés de la même manière avec les difficultés que l'on rencontre dans ce cas-là. Ceci dit, on peut observer que dans qu'un certain nombre de populations s'en sont mieux sorties que d'autres. Et là, la question qu'on va pouvoir se poser, c'est pourquoi ceux qui s'en sortent mieux peuvent le faire. Bon, la planification, je l'ai dit, c'est une condition qui peut être nécessaire, mais il y a d'autres moyens qui sont possibles. Donc, on va examiner un petit peu comment les États s'en sont sortis de minimiser à leur manière, et chacun avec des résultats plutôt mitigés, sauf certains, les considérations les choses qui sont prises en considération. Alors, je retrouve. Alors voilà, je vous l'avais dit au départ, pour comprendre comment une économie peut être en bonne santé et peut être en mauvaise santé, il faut que nous revenions un petit peu sur ce que c'est, et en particulier parce que l'outil qu'on utilise pour évaluer cela, la croissance ou non, l'absence de croissance, c'est ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut. Alors, qu'est-ce que c'est parce que je vous présenterai un tableau à la fin en vous montrant les pertes qui ont été subies par certains pays, celles qui n'ont pas été subies par d'autres, etc. Qu'est-ce qu'on mesure par là? Quand il s'agira des décès, bon, il y a un indicateur qui est beaucoup plus simple à utiliser et qui n'existe pas une très grande comment dire, compréhension de quoi on parle exactement, c'est le nombre de décès dans la population, bien entendu. Mais qu'est-ce que c'est que le PIB? Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Alors, la valeur ajoutée, c'est une notion qui nous est connue, puisqu'il y a une fameuse taxe à la valeur ajoutée qui, en fonction de ce qui apparaît à chaque opération, à chaque transaction comme étant la valeur ajoutée, va être taxée. C'est une manière qui paraît rationnelle, effectivement, de taxer ce qui apparaît en plus et ne pas taxer de manière, je dirais, éventuellement périlleuse, dangereuse, des choses qui n'existent pas. Qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée? Eh bien, dans les termes, en tout cas, quand moi j'étais à l'école primaire, on disait c'est le prix de vente moins le prix de revient. Bon, c'était très simple. C'est le prix de vente moins les coûts.
Voilà. Alors on vous dit, oui, en fait, c'est par rapport à des évaluations qui sont faites en cours de route, etc., sur un processus de production. Mais bon, c'est simplement la différence entre le prix auquel on peut vendre quelque chose et ce que ça a coûté à celui qui l'a produit ou qui l'a obtenu d'une certaine manière. Parce qu'il y a, bien entendu, des producteurs qui sont en liaison, je dirais, directe avec la production du produit ou de la marchandise, du bien. Mais il y a aussi des marchands qui vont, eux, acheter à un certain prix et revendre à un prix supérieur. Alors, c'est ça qu'on ajoute. Quand on calcule le PIB, on ajoute l'ensemble des valeurs ajoutées à l'intérieur d'un pays. Sur ce quoi on n'attire jamais l'attention, je crois que personnellement je ne l'ai jamais vu mentionné, c'est que pour qu'une économie marche, du coup, il faut qu'il y ait un nombre considérable de personnes qui soient prêtes à acheter des choses à un prix supérieur à ce qu'elles coûtent. Voilà, une fois que c'est dit comme ça paraît déjà un tout petit peu paradoxal, mais je crois qu'il est important, si on veut comprendre le problème à la fin, d'entrer dans le détail et de se poser des questions de ce type-là. Comment est-il possible qu'il y ait tant de gens qui soient prêts à acheter quelque chose à un prix plus élevé que ce que ça coûte? Alors, eh bien, c'est parce qu'effectivement, il y a des gens qui récoltent cette valeur ajoutée, ce qu'on appelle aussi le profit ou les bénéfices, et il faut, pour que l'économie marche, il faut que d'une certaine manière, ces valeurs ajoutées, ces profits, ces bénéfices se retrouvent dans d'autres mains que simplement celles qui les ont obtenus. Il faut que, que cet argent-là se retrouve ailleurs que simplement dans la main des marchands, ailleurs que dans simplement les bénéfices faits par les directeurs d'usine et des choses de cet ordre-là. Comment est-ce que ça se fait? Comment fait-on pour qu'il se retrouve ce qu'on va appeler le pouvoir d'achat? C'est-à-dire, justement, qu'est-ce que c'est le pouvoir d'achat? C'est la possibilité pour un certain nombre de personnes, pour la population dans son ensemble, d'acheter des choses et, comme je viens de le dire, de les acheter au-dessus de son prix coûtant. Alors, comment est-ce que ça se fait? Eh bien, c'est parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui, en fait, qui ne sont ni des marchands ni des producteurs à proprement parler, mettent leur force de travail à la disposition d'un employeur et qui sont rémunérés pour le travail que ces personnes font. C'est ce qu'on appelle le salariat. Alors, il n'y a pas que le salariat qui fasse dans nos sociétés que de l'argent qui vient au départ, qui entre pour commencer, qui se retrouve pour commencer entre les mains des marchands et des producteurs, se retrouve ailleurs dans la population. Il y a aussi un certain pouvoir de redistribution dans le cadre de ce qu'on appelle la protection sociale, organisée par l'État pour que les personnes en difficulté se retrouvent quand même à avoir un pouvoir d'achat d'une certaine manière, bien que n'offrant pas du travail qui, sur le marché de l'emploi, serait rémunéré suffisamment. Donc, voilà ce qu'il faut obtenir. Pour qu'une société fonctionne, il faut qu'il y ait cette production de bénéfices que l'on va calculer, qu'on va additionner sous forme de ce qu'on appelle le PIB, et il faut que ces sommes se retrouvent d'une certaine manière parmi ceux qui vont acheter les produits et les services qui sont à la disposition. Donc, ce sont des conditions assez difficiles à remplir. Et dans une situation de pandémie, où le salariat est atteint, où les gens ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont morts éventuellement, parce qu'on leur dit de rester à la maison, qu'ils sont confinés et ne peuvent pas aller travailler, il est évident que si on veut qu'il y ait toujours du pouvoir d'achat dans la population, ce sera l'autre fonction, celle de protection sociale, de distribution de certaines de ces sommes par l'intermédiaire de l'État qui soit remplie. Donc, voilà la situation dans laquelle on est, si on veut un petit peu regarder, je dirais, cette machinerie d'une manière un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Comment juge-t-on les gouvernements dans la situation présente? Eh bien, on les juge justement à leur capacité à assurer la protection sanitaire de la population, à ce que les gens aussi sont malades, soient traités et deviennent des gens guéris plutôt que des gens restant malades ou des gens décédés. Protéger la production de la valeur ajoutée, donc maintenir en marche le système qui permet de transvaser des bénéfices qui ont été produits, des valeurs ajoutées, de les transvaser dans la population dans son ensemble.
favoriser la distribution du profit pour maintenir le pouvoir d'achat dans la population et compenser par la protection sociale les déséquilibres qui seraient causés par la pandémie. Alors, quand on pose le problème de cette manière-là, on voit bien que plus un État est organisé de manière autoritaire, plus il sera facile de remplir toutes ces conditions. Il faut encore que quand un État est autoritaire, je veux dire que ce soit aligné aussi sur une certaine planification, une certaine compréhension de ce qui se passe. Si l'État est purement et simplement autoritaire, bien entendu, il ne va rien se passer parce que la connaissance au niveau des gouvernants de ce qui se passe ne sera pas meilleure que si l'État n'était pas autoritaire. On le voit par exemple pour le Brésil, où les choses ne marchent pas bien, même si l'État est pour le moment est un État autoritaire. Alors, je vais essayer de partager l'écran pour vous montrer quelques chiffres de ce point de vue-là. Alors, je vais faire ça. Ah, l'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. Donc, je suis un simple participant, donc je ne peux pas vous montrer ça. Donc, je vais essayer de vous le montrer par la caméra. Je vais vous montrer un petit tableau. Bon, je trouve. Ah, l'autre, c'est parce que l'autre partie est derrière. J'espère que ça se voit. Voilà, c'est un petit tableau. Je vais vous le lire. C'est peut-être pas facile de procéder comme ça. L'autre moitié du tableau se trouve là derrière. Qu'est-ce que j'ai fait? Ayant expliqué ce que c'est que le produit intérieur brut et montrant quelles sont les conditions pour le maintenir. Parce que bien entendu, quand on parle de croissance, c'est parce qu'on compare des chiffres de produits intérieurs bruts d'un mois à l'autre et qu'on espère que ça va augmenter. Bon, quand le chiffre est moindre, on ne parle pas de décroissance, je reviendrai sur le mot décroissance un peu plus tard, on ne parle pas de décroissance en général, on dit simplement que la croissance est en baisse, on dit que la croissance est négative ou des choses de cet ordre-là. Alors, quelques pays que je vais évaluer. Je vais classer ces pays dans un ordre bien particulier. C'est justement la manière dont leur économie a résisté et je dirais au cœur même de la première vague de la pandémie, c'est-à-dire au deuxième trimestre. Donc avril, mai, juin. Je vous donnerai éventuellement les chiffres également pour le premier trimestre et on pourra comparer d'une certaine manière. Alors, la Chine, vous le savez, la Chine a pris le problème à bras le corps dès le départ, de manière assez autoritaire. Je ferai une petite remarque à ce propos-là parce qu'il y a une remarque très intéressante qui a été faite lors du premier exposé et je voudrais revenir là-dessus. Je vais comparer donc deux choses. Le chiffre du PIB, et en particulier celui de la croissance ou de la croissance négative si le PIB a baissé d'un trimestre à l'autre, et comme évaluation de la manière dont les États ont pu gérer la situation sanitaire, le nombre de morts à l'heure qu'il est par million d'habitants. Voilà. Alors, je commence dans mon petit tableau, je commence par le pays qui s'en est le mieux tiré. Sans surprise, vous le connaissez, c'est le chiffre, c'est la Chine. La Chine a perdu 10% de son PIB, décroissance, donc de croissance négative, si vous voulez, au premier trimestre. Elle a encaissé la crise plus tôt que les autres. La pandémie, bien entendu, c'est de ce pays-là qu'elle a probablement originé. Moins 10% au premier semestre, mais au deuxième semestre, croissance de 11,5%. C'est-à-dire qu'il y a compensation. Et quand on met l'ensemble des chiffres ensemble, on arrive au premier semestre, bon, les 6 premiers mois jusqu'à la fin juin, on arrive à une croissance de 3,2% pour la Chine. La Chine est parvenue quand même sur un taux annualisé, elle est parvenue à obtenir quand même une croissance positive. Alors, impact de la Covid-19 par million d'habitants, 3 morts par million d'habitants. Voilà. J'ai quelques chiffres pour des pays peut-être pas aussi importants que la Chine, mais dans la même région. Le Vietnam, bon, ce n'est pas une économie comparable à celle de la Chine, mais du point de vue donc, de la croissance, 6,88% au deuxième trimestre, et les morts, là, le record absolu au niveau mondial, si les chiffres sont fiables. Bon, on s'est beaucoup interrogé sur savoir si les chiffres du Vietnam sont fiables. Il y a des discussions dans les sens ou dans l'autre, mais je dirais dans l'ensemble, à ma connaissance, personne n'a découvert de véritable fraude. Et là, on a 0,4 morts par million d'habitants. Si on regarde la Corée,
moins 3,2% de PIB et 7 morts par million d'habitants. J'arrive dans des chiffres un tout petit peu plus élevés, moins 7,9% pour le Japon en croissance et un impact de la Covid, 12 morts par million d'habitants. Alors, je laisse de côté pour l'instant l'Extrême-Orient et passons à l'Occident. Et là, on arrive tout de suite à des chiffres plus élevés en termes de perte de croissance, perte du PIB et de morts associées. Alors, l'Allemagne, moins 9,7% au deuxième trimestre, 114 morts par million d'habitants. La Belgique, moins 0,12% de croissance au deuxième trimestre et 861, un des chiffres les plus élevés, morts par million d'habitants. Quand on passe à la France, on est à une perte pour le second trimestre de moins 13,8% et on a atteint un chiffre de 487 morts par million d'habitants. Et enfin, deux très mauvais élèves, le Royaume-Uni, moins 20,4% au cours du deuxième trimestre et 619, un chiffre élevé, 619 morts par million d'habitants et record absolu, perte au deuxième trimestre aux États-Unis, moins 31,7%. Chiffre, on parle en général de dépression plutôt que de récession quand le chiffre dépasse les 30%, c'est une convention, mais aux États-Unis, deuxième trimestre, moins 31,7% et un nombre élevé de morts par million d'habitants, 634. Alors, quand on regarde ça, le contraste est particulièrement frappant, bien entendu, si on prend les deux exemples extrêmes qui sont ceux des États-Unis et de la Chine. La Chine, peu de pertes économiques, peu de morts. Les États-Unis, des pertes économiques considérables et un nombre de morts considérable. Alors, j'en avais déjà dit un mot la fois dernière. Aux États-Unis, non seulement une politique dominante néolibérale, mais des instructions en sens contraire émanant des autorités locales et du pouvoir d'en haut. Alors, si vous avez vu des extraits aujourd'hui du débat qui a eu lieu pour les élections présidentielles aux États-Unis, vous avez pu constater l'état de délabrement de la démocratie dans ce pays-là, et nous en avions déjà vu les manifestations au niveau des États-Unis. Quand Bob Woodward, le journaliste célèbre du New York Times, interroge Monsieur Trump, on s'aperçoit que M. Trump, qui n'a pas arrêté de dire que non, ça n'existait pas, c'était un canular, qu'il n'y a pas véritable désaffabulation, qu'il n'y a pas vraiment eu de pandémie, quand il parlait en secret, de manière confidentielle avec ce journaliste, il disait oui, il avait même annoncé, il avait des chiffres très précis au mois de janvier, il disait au journaliste, oui, je sais bien, c'est un truc qui va être très sérieux, etc. Il va y avoir tant de morts, il avait des chiffres, et il citait les chiffres exacts. Quand on lui a demandé après pourquoi il avait fait ça, et bien il avait répondu moi je suis le cheerleader, je suis là pour battre le tambour et battre les cymbales pour le moral de la population. Je ne suis pas là pour dire la vérité, je suis là pour le moral de la population. Dans ce cas-là, le résultat, le test, il est quand même là, empiriquement, beaucoup de morts et des résultats économiques extrêmement faibles. J'avais annoncé déjà, quand on a fait le programme des séances, et dont j'avais parlé de la géopolitique, et donc ça a été rédigé, je ne sais pas, vers le mois de février et le mois de mars, j'avais déjà prévu un petit peu ce qui allait se passer, et j'avais dit, on se retrouvera à l'arrivée avec une géopolitique tout à fait modifiée, avec des États en meilleure santé qu'avant, ou pratiquement au même état de santé qu'auparavant, et d'autres dans un état extrêmement difficile du point de vue économique. Et là, dans cette rivalité entre la Chine et les États-Unis, avec une puissance, je dirais, sur le déclin, manifestement, et on peut dire que c'était peut-être déjà le cas avant même la présidence de M. Trump, et une Chine extrêmement dynamique, qui ne prend pas des gants, qui traite une partie de sa population de manière extrêmement autoritaire et avec une main de fer. Le résultat est quand même là, une puissance qui monte et une puissance qui, à la limite, on pourrait presque dire, tombe en vrille.
Et si les Américains devaient voter pour un renouvellement de M. Trump dans son mandat, il est évident que le processus ne pourrait que s'accélérer parce qu'on imagine mal qu'il considère qu'il n'a pas été, je dirais, encouragé dans la politique qu'il mène en ce moment. Donc voilà des chiffres extrêmement, comment dire, inquiétants par rapport justement à la capacité de l'Occident de se débrouiller. Et on le voit en ce moment, les discussions entre est-on de nouveau, est-on dans la queue de la première vague ou dans le début de la seconde vague, sans qu'on ait le sentiment que l'expérience des mois passés ait permis véritablement d'affiner les méthodes, certainement sur le plan sanitaire, certainement dans la manière de traiter les gens qui se retrouvent dans un service hospitalier. Le service hospitalier a compris un peu ce qui s'était passé et le fait mieux, si vous voulez, qu'au départ, parce qu'on commence à cerner cette maladie. Mais au niveau de nos gouvernements occidentaux, on n'a pas l'impression d'un véritable progrès. Du point de vue de le Royaume-Uni, maintenant, de manière absolument décoordonnée, désordonnée entre les différentes parties du pays, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord, prend des mesures d'ordre différent. On repart dans le confinement. Le Royaume-Uni ne fait absolument pas la preuve de maîtriser la situation. Et il y a un contexte en arrière-plan qui est aussi en parallèle, celui d'un Brexit déclaré et qui n'est absolument pas géré en réalité, avec des catastrophes économiques probablement au moment où un Brexit sans accord finira par se mettre en place. Combien de points de PIB supplémentaires la Grande-Bretagne va-t-elle perdre? Donc, un résultat, je dirais, peu convaincant. Les pays qui ont voulu sauver l'économie, par priorité, certainement s'en sortent très très mal, à l'exception peut-être d'un seul qui est cité souvent en exemple, qui est celui de la Suède. Mais le fait est, je n'ai pas les chiffres là, la Suède se place quand même, je dirais, parmi les premiers rangs en termes de morts dans la population. On nous dit oui, mais il n'y a pas eu de confinement, etc. Oui, mais les résultats quant à la survie de la population ne sont absolument pas convaincants. Un pays comme la Suède se retrouvait, la dernière fois que j'ai regardé, c'était au 11e ou au 12e rang en termes de morts de la population, ce qui pour un pays de quelques millions d'habitants n'est absolument pas rassurant de ce point de vue-là. Alors, je voulais faire, je ne sais pas si la personne est là qui avait fait cette remarque la fois dernière, qui nous avait retenu et qui était intéressante. C'était, je regarde si parmi les noms je reconnais ce nom, mais je ne le vois pas. C'était la personne qui nous a dit: je suis en ce moment en Chine. Et je peux vous dire que ce n'est pas la politique de gouvernement en termes de confinement qui a permis de résoudre le problème aussi rapidement en termes peut-être d'éradication du virus. A dit cette personne, c'est la frousse, c'est-à-dire en fait, et la personne l'a reformulé d'une manière, je dirais, plus, plus facile à comprendre quant à ses effets. C'est le fait, dit-il, qu'il n'y a pas de honte en Chine à avoir adopté une attitude prudente. Et là, ça m'a paru tout à fait intéressant, et je crois à ceux qui étaient là la fois dernière aussi, de ne pas avoir pensé à ça. Qu'il y a d'une certaine manière que l'attitude prudence, l'attitude précautionneuse est d'une certaine manière stigmatisée dans notre population. Et qu'il y a bien sûr l'esprit, je dirais, un peu chauvin, l'esprit bravache qui fait qu'on ne veut pas porter de masque, mais il y a aussi cette dimension-là, que cette personne a bien raison de souligner, le fait qu'il y a un certain stigma attaché à la prudence dans notre société et au comportement précautionneux. Et cette personne avait ajouté que cet esprit de précaution et de prudence, dans une société comme la société chinoise, et probablement aussi dans d'autres sociétés d'Extrême-Orient, porte tout particulièrement envers les anciens, envers les personnes les plus âgées.
Et quand j'avais entendu cette réflexion-là, j'avais pensé à un propos que me tenait un de mes neveux sur ce qu'il avait entendu dire dans un groupe de copains à lui. Oh, bah, bon, ça nous permettra juste peut-être de récolter l'héritage plus vite qu'on l'aurait fait autrefois. C'est-à-dire pas exactement la position des populations d'Extrême-Orient de respect pour les anciens et leur expérience. Alors, où est-ce que tout ça nous laisse? Et je vais conclure par quelques réflexions. Quand on nous dit, par exemple, et c'est une solution qui nous est proposée, par exemple, dans une partie du mouvement écologique, de dire il faut viser la décroissance. Et de fait, quand nous sommes dans des situations que nous appelons de croissance négative ou de perte du PIB, ben nous sommes en fait dans la décroissance et ce serait quelque chose qu'il faudrait encourager d'une certaine manière. Oui, mais là, cette décroissance envisagée, je dirais, par les écolos dans une perspective positive et un peu idyllique ne correspond pas du tout à la manière dont nos sociétés fonctionnent. Parce que qu'est-ce que j'ai montré? Ce n'est pas une justification du profit ou des bénéfices, mais pour qu'il y ait un pouvoir d'achat, il faut que ces bénéfices, il faut que cette valeur ajoutée, il faut que ce profit se retrouve redistribué dans la population pour permettre aux gens d'acheter ce qui leur est nécessaire en termes de marchandises et de services. Notre économie telle qu'elle est, et ça on dit souvent Jorion il est contre la décroissance. Non, j'attire toujours l'attention sur la chose suivante. À l'intérieur du système capitaliste tel qu'il fonctionne, et celui que j'ai décrit de manière assez rapide tout à l'heure, il n'est pas possible d'avoir une décroissance qui ne soit pas purement simplement une catastrophe. Si on veut faire baisser la croissance, il faut le faire dans un cadre organisé et remettre en question, d'une certaine manière, ce que je vous ai décrit très facile, en fait en termes extrêmement simples et qui décrivent la réalité, de différence entre le prix de vente et les coûts et des choses de cet ordre-là. On ne peut pas mettre le mécanisme en arrière-plan, le mettre entre parenthèses purement et simplement. Donc, si l'on veut faire baisser la croissance pour protéger la planète davantage, la planète, je dirais, au sens où elle constitue les ressources dont nous dépendons, il faut le faire dans un cadre qui ne peut pas être simplement le cadre qui est le nôtre. La croissance est nécessaire pour distribuer les dividendes, la croissance est nécessaire pour payer les intérêts. Chaque fois qu'il faut payer des intérêts, il faut payer ces intérêts, il faut verser ces dividendes, il faut que les États versent des coupons à partir d'une nouvelle richesse créée. Si vous mettez entre parenthèses cette logique, alors oui, et d'une certaine manière, nous le faisons involontairement quand nous avons maintenant des intérêts qui sont parfois des intérêts négatifs, mais comme le disait Keynes très bien, les intérêts négatifs, c'est la mort, c'est l'assassinat du rentier. C'est l'assassinat de celui qui vivait justement des dividendes, qui vivait des rentes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les actions des sociétés qui sont cotées en bourse? Autrefois, de manière tout à fait classique, c'était le système en fait du météage simplement qui se prolongeait. Qu'est-ce que c'était que les dividendes que donnaient les entreprises? C'était une part justement des bénéfices qu'elles avaient pu réaliser. Mais dans un contexte où la situation des entreprises devient plus difficile, que vont faire les entreprises? Elles vont vouloir qu'on continue d'acheter leurs actions et donc elles vont continuer de verser des dividendes, mais ces dividendes ne seront plus une part de la richesse créée. Comment vont faire les entreprises pour verser quand même des dividendes? Elles vont divertir une partie de ce qu'elles consacraient autrefois à la recherche et au développement, c'est-à-dire la possibilité de faire de nouvelles choses par la suite, ou alors carrément, et c'est devenu très courant, elles vont emprunter pour verser des dividendes, c'est-à-dire remettre tout à fait en question involontairement, bien entendu, la logique même d'un système capitaliste qui est que des dividendes, c'est une part de la richesse créée. Alors, les choses donc sont extrêmement loin d'être claires de ce point de vue-là. D'autre part, et là on le constate, et il y a un très bon exemple à ce propos-là dans l'actualité justement hier, c'est un bon exemple pour parler justement de la fiscalité et de la comptabilité.
toutes les difficultés qui sont celles dans notre système du fait d'une comptabilité qui a une logique et en fait une philosophie très particulière, dont une des manifestations, je dirais, les plus criantes est le fait que le travail, justement, le travail salarié pour une entreprise est considéré comme une dépense pour l'entreprise. Il est encore sur les feuilles de salaire, il est courant de voir la définition comptable d'un salaire, coût pour l'entreprise, comme si le fait de verser un salaire était quelque chose de négatif pour l'entreprise. Bien entendu que non, uniquement peut-être sur une représentation, je dirais, tout à fait idéologisée et ultralibérale. Bien entendu, une entreprise n'utilise pas des salariés, et des salariés, eux, pour le plaisir d'avoir des coûts supplémentaires, c'est bien entendu parce que ça rapporte quelque chose. C'est comme ça que se constitue, bien entendu, le profit par un investissement qui peut être en matière première, mais qui peut être aussi, bien entendu, en travail. Donc, nous avons un système de comptabilité qui, en fait, ne représente pas en réalité comment fonctionnent véritablement nos sociétés. Ce que j'ai montré tout à l'heure, quand j'ai fait une description rapide du système, oui, c'est dans je dirais, dans le cadre de la comptabilité traditionnelle. Et déjà, je crois que rien que le décrire de cette manière-là souligne un caractère un petit peu incongru de l'ensemble de ces opérations. Par ailleurs, vous le savez bien, ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire la destruction de la nature, n'apparaît absolument pas dans la comptabilité. Le fait qu'un produit soit renouvelable ou non n'apparaît absolument pas dans la comptabilité que nous utilisons. Alors, par ailleurs, et ça apparaît aussi dans ce fait que quand on découvre que M. Trump ne paye que 750 dollars sur ses entreprises au fil des années, c'est bien entendu parce qu'il y a une certaine, je dirais, comment dire, j'allais dire complicité, ce qui suggérait, je dirais de manière un peu complotiste, une volonté délibérée. Mais il y a dans la rencontre de nos systèmes comptables et de nos systèmes fiscaux, et dans le droit même qui déresponsabilise des dirigeants d'entreprise, sociétés à responsabilité limitée, et ainsi de suite, le fait que quand on regarde ce qui s'est passé effectivement, comme on a pu le faire dans cet article du New York Times qui est apparu avant-hier, quand on regarde ce qui se passe, on s'aperçoit que la capacité de quelqu'un comme Trump de vivre comme un Richard, effectivement, c'est par des manipulations du système comptable et des manipulations du système fiscal. Est-ce que ça veut dire que simplement parce qu'on appelle l'optimisation fiscale, il est permis de faire des choses auxquelles les systèmes fiscaux et comptables n'auraient jamais pensé? Mais non, bien entendu. Si ça avait été, je dirais, des scandales flagrants, on aurait pris des mesures pour le faire. Le paradoxe, bien entendu, c'est que ce qui a permis à M. Trump, par exemple, de recevoir un chèque de 72 millions de dollars, ce n'est même pas une mesure qu'aurait pris, je dirais, un président de droite. C'était une mesure prise par M. Obama pour relancer l'économie. Et à la fin de la crise, des subprimes vers 2009, on a permis aux chefs d'entreprise de comptabiliser des pertes non plus sur 2 ans seulement, comme c'était le cas auparavant, mais sur 4 ans, et même pour moitié de la somme pour des pertes antérieures. Cette optimisation fiscale, elle n'est pas à la portée de tout le monde. Et quand j'ai lu cet article du New York Times, dont les commentateurs ont tiré essentiellement des remarques, des observations comme cette curiosité des 750 dollars, etc., ce qui m'est apparu, c'est une mise à plat véritablement, c'est un long article, je dirais entre 30 et 50 pages, une mise à plat véritablement du fonctionnement en réalité du système capitaliste qui souligne la manière, je ne dirais pas nécessairement dont il y a spoliation pour utiliser un terme de marque, mais la manière dont ceux qui payent des impôts subventionnent ceux qui n'en payent pas, et c'est-à-dire la justification d'un chiffre comme celui que nous avait dit un petit groupe qui se trouvait devant lui, M. Stiglitz, c'était je ne sais plus, je crois que c'était pour l'année 2016,
quelle est la part de la croissance qui est revenue aux États-Unis au 1% le plus riche, et que le chiffre n'était même pas un chiffre inférieur à 100%, il était de 102%. Il y avait encore 2% de la somme qui avait été obtenue en reprenant des choses qui avaient été distribuées auparavant à d'autres. C'est une chose que je recommande moi personnellement. Ce n'est pas je dirais, de prendre des mesures révolutionnaires, d'imposer toutes les opérations financières, ceci ou cela, mais c'est de revoir le droit en particulier et la comptabilité. La comptabilité pour qu'elle décrive véritablement ce qui est de la richesse et ce qui n'en est pas, et qu'on ne compte pas comme richesse en fait simplement de la destruction, et qu'on revoie le droit des entreprises, qu'on donne davantage de responsabilités aux dirigeants d'entreprise, qu'ils ne puissent pas simplement dire je suis rémunéré pour les risques que j'ai pris, alors que l'on voit, quand on analyse un cas comme celui de Trump, que plus un dirigeant d'entreprise prend des risques démesurés, plus il s'assure en fait que la communauté à l'arrivée sera celle qui épongera les dégâts. On l'avait déjà vu de manière générale, je dirais en 2009, quand on avait parlé de privatisation des bénéfices et de socialisation des pertes, mais ce principe de socialisation des pertes et de privatisation des bénéfices, il est inscrit tout entier à la fois dans le droit des entreprises et la comptabilité. Il est inscrit là comme ce qu'on pourrait considérer comme un choix véritablement idéologique, mais qui n'est jamais véritablement discuté. Dernière mention, puisqu'on est arrivé j'ai épuisé mon temps. Une autre chose que je défends depuis un certain temps et que les juristes ont eu l'amabilité de prendre en considération, ma proposition d'une constitution pour l'économie à l'échelle planétaire, et donc ce que les juristes appellent cosmopolitaire. C'est un terme que je ne connaissais pas, c'est-à-dire qu'un peu comme les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des principes qui s'appliqueraient à l'ensemble des sociétés. J'ai le sentiment que si on veut prendre sérieusement ce problème de l'environnement et de la destruction du monde autour de nous, ces questions de comptabilité qui ne tiennent pas en compte des choses qui se passent véritablement et du droit qui protège, je dirais, de manière très, très asymétrique ceux qui prennent des risques, non pas des risques, je dirais, positifs, mais des risques démesurés, il faudrait remettre cela je dirais, en perspective. Et également ce qu'on appelle bien entendu la spéculation à proprement parler, comme dans le sens de ce terme qu'on utilise en finance, c'est-à-dire les paris directionnels, les paris sur le fait qu'un chiffre va monter ou va baisser. Ce chiffre peut être la valeur d'une action, ça peut être un taux d'intérêt. Ces paris qui sont des paris de taille démesurée, parce que quand la compagnie AIG, je vais terminer là-dessus, la grande compagnie qui assurait contre les pertes les entreprises en 2008, quand elle a fait faillite, et que c'est nous, les contribuables qui avons payé l'ensemble de ces sommes, chiffre que je souligne, sur la moitié de ces pertes, n'étaient pas des pertes économiques à proprement parler. La faute à pas de chance qu'on pouvait produire moins, qu'il y avait moins de gens qui pouvaient avoir des emplois, etc. Mais étaient purement et simplement de la spéculation au sens de paris entre les entreprises. Entre les entreprises, simplement. Je vous rapporte une rumeur qui avait circulé à ce moment-là, parce que un débat avait lieu. Le débat avait lieu, je dirais pratiquement en direct, sur mon blog par des gens qui étaient intéressés par ce qui allait se passer. Comment se fait-il qu'on ait payé véritablement des pertes qui n'étaient pas réelles, qu'on ait donc déboursé des sommes considérables simplement pour régler les montants de paris entre des intervenants qui n'étaient pas exposés à des pertes véritables, puisque c'était simplement des paris sur le fait qu'un prix montait ou descendait. La rumeur qui a circulé à ce moment-là, je n'ai pas pu la confirmer, mais personne ne l'a infirmé non plus, que le gouvernement français aurait dit au gouvernement américain que si les sommes perdues par les banques n'étaient pas remboursées, des banquiers risquaient la prison.
et que cette simple chose aurait suffi justement à ce que ce soit les contribuables dans l'ensemble des pays qui règlent l'ardoise des paris purement et simplement perdus entre les banques. Voilà, je vous dis, c'est une rumeur. Ça n'a pas été confirmé, ça n'a pas été démenti non plus. La seule chose que je sache, c'est que la personne qui avait fait circuler cette information était une personne qui aurait été bien placée pour savoir si c'était le cas ou non. Voilà. Alors, j'ai dépassé de quelques minutes. Nous pouvons entrer dans la période où des questions. Et la fois dernière, je dois souligner que les questions étaient particulièrement intéressantes. Et vous avez vu, j'ai même utilisé cette fois-ci un des commentaires qui avait été fait pour en faire une partie intégrante de mon exposé. Alors, c'est donc cette Marie-des-Neiges Ruffo de Calabre qui a l'amabilité de faire la modération et de me dire ce qui est en train de se passer et qui voudrait intervenir. Alors pour l'instant, dans le chat, il y a des commentaires sur la possibilité qu'il y ait eu près de 2000 milliards inspirés par des banques dans la question de trafic, donc probablement une envie de savoir un petit peu plus sur l'éthique des banques. Oui, c'est une question intéressante. Vous vous souvenez, peut-être c'était en 2008, à la fin de l'année, il y a le responsable des Nations Unies sur les questions justement de la circulation des capitaux avait donné un chiffre très précis du nombre de milliards qui avaient été injectés dans l'économie mondiale pour essayer de la sauver, qui était de l'argent sale. Bon. Alors, ça posait une question quand même, c'est comment se fait-il qu'on ait disposé d'un chiffre à ce point précis sur l'argent sale, puisqu'on nous dit qu'on combat l'argent sale, qu'on ne veut pas que ça ait lieu, etc. etc. Et là, j'avais un peu creusé la question, et au point qu'on m'a demandé de déposer devant le Sénat, voilà, à Paris, au Jardin du Luxembourg, sur cette question-là que j'avais pu un petit peu creuser. Alors, l'explication, c'est la suivante. C'est qu'on sait effectivement où est l'argent sale. L'argent sale, c'est quoi? C'est l'argent du trafic de drogue, c'est l'argent de la prostitution, c'est l'argent des trafics d'armes, c'est l'argent de la corruption à différents types de niveaux. Et le fait est que quand on a eu besoin de l'argent nécessaire, on savait exactement de fait où était le robinet qu'il fallait ouvrir pour faire entrer cet argent dans le système. Alors, ça demande explication quand même. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe de fait que cet argent sale passe essentiellement par ce qu'on appelle des paradis fiscaux, qui sont souvent des pays petits qui n'ont pas beaucoup d'autres ressources que justement s'occuper d'affaires financières. Mais si vous regardez, je dirais, le chiffre d'affaires de ces paradis fiscaux, il y a quelque chose qui transparaît tout de suite, c'est le fait que de l'ordre de 90% de ces pays relevaient autrefois de l'Empire britannique. Et qu'une supervision, si on creuse un tout petit peu, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une supervision, je dirais, un peu en altitude, mais une supervision exacte existe et qui vient justement de la City de Londres. La City de Londres a des activités licites, mais elle a aussi des activités, je dirais, de supervision de tout ce qui se passe dans l'ancien Empire britannique et en particulier dans les paradis fiscaux. Alors, pourquoi tolère-t-on cela? Et vous verrez, il y a des scandales, il y en a encore eu récemment, oh, l'argent sale, etc. Comment se fait-il que les banques, etc., la banque machin, etc., elle fait passer de l'argent sale, etc., etc. Alors, l'explication, on l'a vu apparaître quand on a commencé à parler du Bitcoin et des monnaies parallèles, des pseudo-monnaies, parce qu'en fait, il s'agit, si on veut décrire véritablement ce que c'est en termes financiers, ce sont des jetons commercialisables, ce sont des jetons qu'on peut acheter et qu'on peut vendre. Et vous avez pu voir que les États ont pris très très mal cette affaire de ces crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que justement, ceux qui ont de l'argent sale ont sauté sur ces nouveaux circuits et les ont pratiquement phagocytés et les ont pratiquement monopolisés. Il n'y avait pas de regard justement des États sur ce qui se passait. Les opérations étaient cryptées. Ça paraissait la possibilité de créer véritablement des circuits autonomes qui auraient permis à l'argent de la prostitution, du trafic d'armes, de la drogue, etc., d'échapper à l'attention véritablement de tous nos gouvernements.
Ce qui empêcherait en particulier que le jour où on a besoin de cet argent, qu'on puisse ouvrir le robinet et le faire entrer dans le système. Il est important pour nous tous que cet argent qui circule véritablement fasse partie de ce qu'on peut retrouver un jour ou l'autre comme étant du pouvoir d'achat, sans quoi le circuit va s'autonomiser de plus en plus et il ne restera plus que dans le circuit légal les gens qui payent véritablement des impôts et qui ne reçoivent que de l'argent qui est absolument propre et qui n'a pas circulé. Donc il y a là une hypocrisie fondamentale. Et quel est le fond même éthique de cela? Parce que c'est ça la question quand même qui se pose. Le fond éthique de tout cela, c'est la chose suivante, que sur ces questions de s'armer à titre privé, qu'il y ait des guerres ici ou là, que des gens soient drogués, aient besoin de la drogue, qu'ils soient qu'ils aient une addiction, qu'ils aient une dépendance. Selon les époques, vous le savez bien, on présente ces personnes soit plutôt comme des criminels, soit plutôt comme des victimes. Ça varie avec les modes. Pour ce qui est de la prostitution aussi, nos gouvernements n'arrivent pas au fil des années à adopter une position véritablement ferme une fois pour toutes. Est-ce que c'est un mal nécessaire? Est-ce qu'il faut l'interdire? Et si on interdit, faut-il interdire les pratiquants ou les consommateurs? Et ainsi de suite. Sur ces questions où nos pays n'arrivent pas à résoudre le problème véritablement sur l'éthique une fois pour toutes, une tolérance s'installe et c'est ce circuit qu'on appelle celui de l'argent sale. De même pour la corruption qui est plus ou moins forte dans tel et tel pays. Est-ce qu'on peut véritablement vendre pour des milliards des armes sans que les gens qui ont aidé ces opérations, qu'on ne peut pas véritablement faire apparaître en surface, soient rémunérés quand même? Je suis très loin de faire une défense de cela, mais je vous décris la situation. De même, quand les États disent on ne paiera jamais de rançon dans des prises d'otages et que les otages sont quand même libérés sans qu'il y ait eu d'opération militaire particulièrement voyante, c'est bien entendu par les paradis fiscaux que les sommes ont transité. Est-ce que les États peuvent dire exactement ce qu'ils font? Il y a une réelle politique, comme on dit. Il y a cette réalité qu'au niveau de l'éthique, nous n'arrivons pas à prendre des décisions une fois pour toutes sur des questions très importantes, ce qui peut nous inquiéter tout particulièrement sur ce qui va se passer avec les voitures autonomes et l'intelligence artificielle, etc. Les problèmes continueront de se poser de cette manière-là. Alors, quand je vous fais une description, je dirais réaliste de la situation, ce n'est bien entendu pas du tout une manière pour moi de soutenir ou d'appuyer ce qui est fait, mais c'est dire la situation telle qu'elle est pour que si on veut la résoudre, on ait une représentation plus claire de ce qu'elle est en réalité. Autre chose? Oui, je résume une question qui vient nous arriver dans le chat de David qui dit que vous n'êtes pas opposé à la décroissance, mais que aujourd'hui il y a donc une question de récession. Il cite la mort des rentiers, donc, que vous avez mentionné. Et donc il demande si la question du pouvoir d'achat peut être résolue avec la théorie de Friot du salaire à vie, dans la mesure où il y aurait une différence avec la production de la valeur. Oui. Et cette idée de fusion entre la valeur et la sécurité sociale. Et une autre question qui est associée, toujours de David, c'est évidemment la tragédie des biens communs, donc qu'on peut résumer pour ceux qui ne sont pas familiers de ça avec la question des limites écologiques et de l'épuisement de nos ressources. Et donc, si notre système économique peut alors là, il cite le modèle du donut, mais ça, c'est au-delà de mes compétences. Je ne sais pas ce que c'est le modèle du donut. Oui, sur ces questions, y a-t-il moyen de faire autrement? Oui, bien entendu, il y a moyen de faire autrement, et j'y ai fait allusion, mais en soulignant que si on ne remet en question rien sur le plan juridique, sur le plan comptable, sur la manière dont est organisée la distribution de la croissance, ce n'est pas possible, purement et simplement parce que la place n'existe pas pour une décroissance qui ne serait pas simplement catastrophique, c'est-à-dire en fait les pertes des plus exposés, dont on sait que ce sont ceux justement qui se retrouvent à l'intérieur du système où on paie véritablement des impôts, etc., sauf si on se retrouve en dessous de certains seuils où on bénéficie d'aide de la part de la société. Alors, la solution
de Friot, oui, c'est une des solutions possibles. C'est le salaire à vie en fonction comment dire, des diplômes qui ont pu être obtenus, de la formation que l'on pu avoir, et où on peut encore modifier, bien entendu, le salaire qu'on recevra en fonction de formation supplémentaire. D'une certaine manière, nous connaissons ce système, c'est celui qui fonctionne au niveau des fonctionnaires. C'est en fait ce système-là. Ce qui est la différence, si on le généralise à une société dans son ensemble, à ce moment-là, on se rapproche, et bon, et c'est pas Friot qui me démentira, on se rapproche davantage de ce qui était le système, je dirais, du bloc de l'Est autrefois, le système du communisme de type communiste soviétique, c'est-à-dire où effectivement, bon, moi j'ai connu dans ma famille des personnes qui effectivement se sont trouvées dans un pays de l'Est, dans cette situation-là, qui ont fait des bonnes études et qui à partir de cela n'ont plus aucun souci pour leur rémunération par la suite, puisque qu'on leur trouve un emploi ou non, c'est au cas des fonctionnaires, la personne va être rémunérée en fonction d'une sorte de contrat qui a été fait au départ. C'est une possibilité. Il y a d'autres approches possibles, vous le savez bien entendu. Il y avait celle du regretté Bernard Stiegler, qui était donc l'approche d'étendre dans l'ensemble la société, celui du spectacle, c'est quoi le terme des intermittents du spectacle. Pardon, des intermittents du spectacle, effectivement, qui est en fait une solution qui se rapproche de celle de Friot, puisque quand vous n'avez pas de travail, eh bien, bon, vous avez trouvé le moyen d'être rémunéré quand même. Donc, c'est une chose. Ce sont des choses là qui ont existé dans la mesure où, d'une certaine manière, les pays de l'Est, dans la zone ce que nous appelions nous l'URSS et les satellites de l'URSS, c'est des systèmes qui ont fonctionné avec des résultats, je dirais, plus ou moins probants, mais parfois probants, effectivement. Je me souviens, je pense en particulier à cette personne de ma famille qui me disait, oui, c'était pas parfait, mais il n'y avait pas des gens qui dormaient la nuit au coin des rues. Je dirais une certaine satisfaction. Par exemple, aussi que le système médical était un système médical qui était à ce moment-là de manière de qualité bien supérieure à ce qu'on a vu après, quand ces pays sont sortis justement de ce système de communisme de type soviétique. Alors, il y a d'autres approches possibles, bien entendu. Il y a l'approche en termes de revenus universels, c'est-à-dire donc d'assurer un minimum en termes de chèques qui seraient distribués à l'ensemble de la population. Personnellement, et avec Vincent Burnon-Galpin, avec qui je viens d'écrire un livre, et c'est une approche que je défends depuis pas mal de temps, il me semble, en particulier à une personne comme moi, qui a travaillé pendant 18 ans dans le domaine de la finance, et qui est extrêmement, je dirais, méfiant vis-à-vis de systèmes où on donne des chèques aux gens, en sachant que dès qu'on donne un chèque de manière systématique aux gens, il y aura une cellule qui se constituera dans les banques. Et là, ce n'est pas de la médisance de ma part, c'est quelque chose que j'ai vu de mes yeux vus, parce que j'ai travaillé au cœur, je dirais, de l'organisation même des banques. Dès qu'on distribue des chèques aux gens, il y a des cellules qui se réunissent, de comptables justement et d'avocats. Comment est-ce qu'on va pouvoir exercer une activité de prédation sur une partie au moins de ces sommes? Ou alors carrément, quand on dit, moi j'ai vu ça aux États-Unis, on va donner, pour relancer l'immobilier, on va donner $4 000 aux familles qui achètent une maison pour la première fois, et la mesure est passée, et le lendemain matin, le prix de toutes les maisons a augmenté de $4 000, c'est-à-dire que le système dans son ensemble, sans délibération de qui que ce soit, les vendeurs de maisons ont trouvé vont pouvoir récupérer ces $4 000 supplémentaires. Les gens qui ont connu les indexations savent que chaque fois qu'il y avait un saut d'index dans leur pays, le loyer augmentait de la somme qui avait été ajoutée aux rémunérations. Donc, ma méfiance, je dirais qu'en tant qu'ancien financier, envers les distributions de chèques, je préfère de loin une extension de la gratuité. On a connu la gratuité pratiquement, je dirais, réelle, 100% dans le domaine de l'assurance maladie. On l'a connu pratiquement à une époque dans l'éducation. Tout ça est en récession, en régression. On pourrait commencer par le remettre en place. Et ensuite, un système qui est parfois décrié, mais que j'ai vu fonctionner à la perfection
aux États-Unis les food stamps, c'est-à-dire en fait la même chose qu'on a connue dans les pays européens qui étaient des bons de rationnement, c'est-à-dire des tickets qui vous donnent droit à de la nourriture qui ne vous permet pas d'acheter des bouteilles de whisky, mais qui vous permet d'acheter des patates, des légumes et des fruits, et qu'on distribue aux États-Unis de manière systématique dans la population qui est moins nantie et qui peut utiliser ça. L'avantage de ce type d'approche en termes d'extension de la gratuité, c'est qu'elle est protégée, elle est immunisée contre, je dirais, une prédation éventuelle du système extérieur. Il n'y a pas de, s'il y a un trafic des food stamps, c'est bien, la police intervient et puis il met fin au trafic des food stamps, comme on peut le mettre fin à l'activité des faux monnayeurs. Mais il y a une certaine protection. Et ce système que je défends depuis pas mal d'années, j'ai eu le plaisir, il y a 2 ans, j'ai aussi mon souvenir, qu'en Grande-Bretagne, à University College à Londres, on a calculé le coût d'une extension de la gratuité aux choses d'ordre élémentaire, du logement sous sa forme élémentaire, dont un abri véritable, du vêtement, de la nourriture, du transport de proximité. Et le fait est que pour la Grande-Bretagne, le calcul, quand il est fait, est un calcul qui est beaucoup plus abordable pour un pays que le revenu universel. Le revenu universel, le calcul avait été fait par ces personnes-là, ça représentait 12 points de PIB. La gratuité pour l'indispensable, qu'ils avaient appelé, en prenant l'expression, le service universel de base, c'est 2% de croissance. C'est-à-dire que c'est de l'ordre du faisable, du véritablement réalisable. C'est-à-dire que la gratuité pour l'indispensable, ça coûte, d'après l'évaluation qui a été faite en Grande-Bretagne, 6 fois moins cher que le revenu universel de base. Pourquoi est-ce que le revenu universel de base est tellement cher? Bien entendu, parce qu'on donne des chèques à des gens qui n'en ont pas besoin et qui, dans une perspective de nos sociétés, vont essentiellement utiliser ces chèques supplémentaires dans une perspective de consumérisme, avec à la clé, en arrière-plan, bien entendu, une destruction supplémentaire de la nature. C'est-à-dire que le système du revenu universel de base, auquel j'étais acquis au départ avant de faire des calculs, dès qu'on fait des calculs, on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas faisable, que ça a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, et surtout que ce sont des sommes qui circulent et qui sont ouvertes soit à la prédation du monde extérieur, soit au mauvais usage. Il est possible d'utiliser votre revenu universel pour acheter uniquement des billets de loterie ou pour jouer uniquement aux courses parce qu'on n'ira pas voir, ou pour le boire, ou pour acheter de la drogue. Avec cela, la vieille objection aux lois des pauvres au 19e siècle, ils iront le boire. Ce n'est pas vrai pour tout le monde et pour tout, mais il y a une partie aussi, il y a une possibilité de mauvais usage. Avec la gratuité, il faudrait imaginer des gens qui organisent un véritable trafic aux frontières sur des vêtements qui auraient été gratuitement distribués pour aller leur vendre à l'étranger. C'est très compliqué, ça peut se faire, mais là aussi, avec, je dirais, quelques patrouilles de police comme des douaniers, c'est des choses qui peuvent être contrôlables. Alors, oui, le débat fait rage sur le chat pour la question justement de la possibilité de l'épuisement ou non des ressources, sous-entendu que les ressources écologiques, avec cette idée que les technologies seraient capables de pallier cet épuisement des ressources. L'idée que nous aurions de nouvelles techniques telles que sont mentionnées la fusion, que de ces nouvelles techniques permettraient de ne pas appauvrir donc nos ressources, et donc il y a beaucoup de pour et de contre. Est-ce que vous souhaitez vous positionner dans ce débat? Oui, c'est une vaste question, mais on peut quand même en dire, en quelques minutes, on peut quand même en dire quelque chose. Il y a eu un grand débat, c'était entre Ehrlich et, j'oublie sans doute le nom de l'autre, c'était dans les années 70, entre deux personnes qui étaient des écologistes parmi les précurseurs, mais qui se disputaient âprement sur les choses à faire. Avec un peu de recul, leur position était facile à décrire. L'un était en faveur d'un malthusianisme, c'est-à-dire que dans cette question des ressources, de la capacité de charge du monde autour de nous par rapport à notre espèce, il y a 2 approches possibles. Il y a diminuer ce qu'on appelle notre empreinte, diminuer la charge que nous représentons, et par exemple
en diminuant le nombre de la population, c'est une approche possible. Et une autre approche possible, c'est augmenter la capacité de charge de notre environnement par rapport à nous-mêmes, par exemple par une révolution verte, par des technologies qui nous permettraient de faire qu'il y ait davantage de monde puisqu'ils puissent vivre à la surface de la Terre. Par exemple, en changeant le mode énergétique, en utilisant la fusion, si on arrive véritablement à la fusion nucléaire, si on arrive véritablement à la maîtriser, si on arrive à, par exemple aussi, comme on essaie de le faire avec la manipulation génétique, d'augmenter la capacité de la photosynthèse, de transformer l'énergie solaire en protéines et des choses de cet ordre-là. Les deux sont possibles et nous l'avons toujours fait. Il y a eu des destructions de populations volontaires, hélas, des génocides, des choses de cet ordre-là. Il y a eu des accidents, c'est-à-dire des destructions massives de la population par des guerres. Nous sommes souvent des malthusianistes, je dirais, par accident. Il y a aussi la possibilité d'augmenter la possibilité du monde autour de nous. La difficulté, elle est liée c'est le juste milieu d'Aristote. Il faut pouvoir maîtriser les populations et le planning familial est une mesure qui n'est pas une mesure, je dirais, dangereuse ou douteuse sur le plan éthique, mais il est possible de faire les deux, il faut trouver le moyen de le faire. Le problème, c'est les illusions. L'autoritarisme qui ferait qu'on élimine systématiquement des populations, là où on est, je dirais, dans l'immoral absolu, des illusions sur ce que va nous permettre de faire la tête technique. Personnellement, je suis à moitié, comme mes collègues le savent, je suis à moitié optimiste, à moitié pessimiste de ce point de vue-là. La question, c'est de mettre les choses en perspective, de savoir ce qu'on peut faire avec de l'intelligence artificielle pour nous aider à résoudre nos problèmes et ce qu'on ne peut pas faire et ce qui est dangereux. La fusion, ça fait un moment qu'on essaie de la maîtriser, ça fait 50 ans, et on n'y est pas encore arrivé parce que c'est très compliqué, c'est des processus extrêmement instables, etc. Remplacer tout par de l'hydrogène, oui, mais il faudra quand même de l'électricité pour produire de l'hydrogène, etc. etc. Je crois que nous n'avons pas le choix. Il faut que nous réfléchissions sur tous les plans. Et là, vous avez compris que quand même, et ça, c'est peut-être le message central de ce livre que j'ai fait, Comment sauver le genre humain avec Vincent Burnon-Galpin, la planification est quand même un outil qui nous permettrait de... Moi, je ne suis pas du tout acquis à ces idées de l'ultralibéralisme ou du libertarianisme, que chaque fois que nous réfléchissons à un problème, nous ne pouvons trouver que des choses qui sont plus dangereuses comme solution qu'en fait que la situation auparavant et qu'il n'y a que le spontané qui produit de bonnes solutions. La situation présente dans un cas d'épidémie nous montre que ce n'est absolument pas le cas, qu'il est important de savoir ce qu'on fait, qu'il faut chercher délibérément. Ce n'est pas l'initiative désordonnée d'individus ici et là qui va produire un vaccin. Le fait que les États subventionnent la recherche en matière de vaccins, c'est une bonne chose. Personne ne dira que ça doit être nécessairement la foire d'Empagne. J'avais donné l'exemple l'autre fois du FEMA aux États-Unis, le système qui intervient d'intervention dans le cas de grandes catastrophes naturelles, qui sont nombreuses aux États-Unis, comme vous le savez, en termes de tremblements de terre, d'inondations, etc., selon les régions, et que Trump a essayé de privatiser entièrement et donc démonter l'ensemble des échelons comme des opérations de type commercial, et qui fait que le temps de réponse est multiplié par 10, bien entendu, puisqu'il y a de plus en plus d'échelons. Il n'y a pas, là où on avait autrefois des équipes, je dirais, de fonctionnaires qui débarquaient le lendemain à l'endroit où avait lieu une catastrophe. Maintenant, il y a des cascades de décisions qui doivent être prises et surtout des marges bénéficiaires qui doivent être prises à chaque niveau, ce qui n'est pas le cas, bien entendu, quand c'est une opération décidée par l'État. Alors, bon, c'est une question sur laquelle je reviendrai peut-être dans d'autres exposés. La question qui est posée là, c'est une que j'ai traitée systématiquement, ici même, je dirais, à l'Université catholique de Lille, dans le cycle qui avait eu lieu il y a 2 ans. Donc, et qui s'appelait donc déclarer l'état d'urgence pour le genre humain. Et je dirais la quasi-totalité de mes conférences se sont retrouvées à l'intérieur donc de ce livre qui s'appelle Comment sauver le genre humain, en collaboration avec Vincent Burnon-Galpin, qui a paru malheureusement
pas très bien pour un livre au plein milieu du confinement et donc avec des librairies qui sont entièrement fermées. Et donc, ce livre a un départ, je dirais, un peu plus lent. En fait, son titre est ambitieux. C'est celui qu'a choisi l'éditeur, mais je dirais que le contenu correspond quand même en gros à ce qui est annoncé. Alors, je ne sais pas si on a encore le temps de déborder beaucoup. Je crois qu'on peut déborder d'un certain nombre de minutes, puisque personne ne nous empêche de le faire. Y a-t-il encore beaucoup de questions? En tout cas, une qui aurait éventuellement varié, qui provient de Jacques, c'est la nécessité évidemment lorsqu'on parle de rationalité économique, de pouvoir faire confiance à la pratique de la vérité, mais qu'il y ait évidemment des menteurs, des traîtres. Alors, est-ce qu'une rationalité est possible? Et il évoque le cas du shadow banking. Je ne sais pas si vous avez le temps encore de vous exprimer. Ben, le shadow banking, c'est en fait c'est simplement une activité de type bancaire, de type classique, mais moins régulée. En fait, la solution au shadow banking, c'est simplement d'étendre la réglementation à ce secteur. La difficulté économique liée au shadow banking, c'est que dans les activités qui sont réglementées, il est obligatoire de constituer des réserves, de faire des provisions par rapport à des pertes éventuelles, et que dans les domaines qui sont moins réglementés, bien entendu, ces mesures manquent, et que donc le risque, je dirais, de catastrophes en chaîne, de réactions en chaîne, de faillites en entraînant d'autres, et bien entendu décuplé ou multiplié par un certain facteur dans le shadow banking, puisqu'il n'y a pas de coussins qui sont constitués de manière obligatoire du fait de la loi. Ceci dit, on l'a vu en 2008-2009, la constitution de coussins, le montant de la constitution de ces réserves et de ces coussins est une chose extrêmement compliquée, très, très difficile. Je cite toujours le même chiffre. J'ai mentionné la compagnie AIG qui assurait donc non seulement des gens qui pouvaient subir des véritables pertes économiques, mais aussi de simples spéculateurs. Cette compagnie d'assurance américaine, American International Group, avait constitué ce qu'on considérait comme des réserves d'un montant absolument astronomique. Elle avait constitué des réserves de 6 milliards de dollars, ce qui était considéré comme, on était protégé contre tout risque possible. Et quand l'effondrement a lieu, donc à partir dans la semaine du 15 septembre 2008, au bout de la semaine, c'est 175 ou 173 milliards qu'il faudrait réunir. Et bien entendu, la somme de 6 milliards paraissait astronomique, celle des pertes réellement encaissées, mais quand je dis réellement encaissées, avec la réserve que je fais, que la moitié de cette somme n'aurait pas dû être payée, puisque s'il s'agissait de paris purement spéculatifs, mais prenons la moitié. 85 milliards nécessaires, là où les réserves avaient été constituées de 6 milliards de dollars. Alors, c'est un domaine où moi, j'ai passé pas mal d'années sur le calcul, justement, sur les réserves, comment avoir des chiffres vraisemblables sur la possibilité ou non de constituer des réserves qui soient à la hauteur des pertes. C'est extrêmement compliqué. La finance est le domaine où les probabilités, je dirais, apprivoisées, domptées qu'on trouve, par exemple, quand on joue au dé ou quand on joue aux cartes, ne jouent pas du tout. On a des distributions d'événements. Vous savez sans doute, on a utilisé cette expression de signes noirs, disant que la probabilité d'événements véritablement catastrophique est beaucoup plus élevée que ce qu'on pourrait calculer dans les calculs de probabilité apprivoisés comme celles qu'on rencontre dans les courbes en cloche, quand la distribution normale, comme on dit, ou gaussienne, c'est très rare qu'on ait des phénomènes de ce type-là, c'est-à-dire une probabilité qu'on puisse véritablement maîtriser dans le cas des pertes financières. On a davantage affaire à des choses qui sont de l'ordre du fractal, c'est-à-dire où le comportement, quelle que soit l'échelle, est en réalité le même et qui ne permettent pas de faire des prévisions de ce type-là. Est-ce qu'on va en rester là ? Peut-être, on a dépassé de 7 minutes. Je vous remercie pour la qualité des questions.
La fois prochaine, jusqu'à la fin, maintenant, jusqu'à la fin octobre, on entre dans le rythme régulier, c'est-à-dire d'une séance par semaine qui vous sera annoncée et le programme a été mis en place, on peut le consulter ici et là. Et je vais commencer immédiatement, en tout cas sur mon blog, à faire des annonces pour la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant. On peut s'inscrire, bien entendu, auprès de Géraldine. C'est annoncé également sur le site éthique, c'est annoncé de cette manière-là également sur mon blog, mais je donne aussi la possibilité pour les retardataires qui arrivent à la dernière minute d'avoir accès aux liens directs et qui nous permettent d'être là. Alors, Géraldine nous a assuré que l'enregistrement était enregistré. Donc, de la même manière que la fois dernière, l'enregistrement sera disponible bientôt dans cette série sur YouTube, où vous pourrez le revoir. Et ceux qui n'auraient pas pu assister pourront le voir en différé. Et je vous ai donné les chiffres la fois dernière. En général, le nombre de gens qui le regardent en différé est donc considérablement plus élevé que ceux qui regardent en direct. Mais l'avantage du direct, c'est l'interaction possible à la fin de l'exposé pour les questions et réponses. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 16h pour l'exposé suivant, qui est celui qui sera considéré, qui sera c'est quoi le mot que je cherche, qui parlera de ce qu'on m'a proposé d'appeler ça la pandémie au sein de l'Anthropocène, parce qu'on m'a demandé en fait un exposé pratiquement du même ordre pour le CEBIPOF, et je crois que c'est une bonne manière c'est le mot consacré qui ne me revenait plus tout à l'heure, qui sera consacré donc à le problème de l'environnement, de la pandémie et de ces questions précisément de capacité de charge et de comment les aborder. J'ai dit que j'en avais parlé dans le cycle de conférences il y a 2 ans, mais j'y reviendrai bien entendu et pas plus tard que la semaine qui vient. Voilà, merci beaucoup. Et donc à la semaine prochaine pour ceux qui auront envie de me rejoindre ici, comme on l'a fait aujourd'hui.